Bonjour mes frères et sœurs africains, bonjour mes frères du monde entier, humains, bonjour mes frères européens, américains, asiatiques, aussi, tous, alors tous éparpillés au monde, et tous ceux-là qui ont le cœur pur, qui ont le cœur pur, et tous qui croient à l'humain, tous qui croient aux valeurs. Je vous dis bonjour et puis je vous remercie de m'accorder votre temps. C'est comme je vous ai demandé, chaque fois il faut vous abonner, essayer de liker, c'est-à-dire aimer mes vidéos. J'essaie de partager ce que je sais, ce que je peux dans la limite du possible et aussi par rapport à mes petites connaissances. Aujourd'hui, je voudrais échanger avec vous, n'est-ce pas? Échanger avec vous par rapport à une réalité qui échappe aux Européens. La fois passée, j'ai dit que l'Europe et l'Afrique ont une histoire commune. Il y a une histoire commune. Parce que l'Europe est les peuples européens. Le peuple européen, c'est le premier peuple à être en contact avec le peuple africain. Vous allez vous renseigner sur le voyage de Diego Cao pour découvrir l'embouchure du fleuve Congo. Et là, nous avons parlé de la première pénétration européenne en Afrique. Et aussi, il y a eu des recherches de Livingstone, docteur Livingstone, qui est allé pour rechercher, n'est-ce pas, la source du fleuve Nil. Et aussi, nous avons le célèbre journaliste Morton Stanley, qui est allé à la recherche pour la première fois du docteur Livingstone. Et aussi, vous allez comprendre que c'était la presse, c'est un journaliste. Et il y a eu financement d'un grand magazine que nous appelons New York, un magazine basé aux États-Unis. Donc, pour dire que il y a cette histoire que nous devons ou soit rencontrer bien et ou soit préserver et soigner. Voilà pourquoi est-ce que je vous ai dit la fois, parce que l'Afrique et l'Europe, nous avons une histoire commune. Je n'ai pas dit que l'Afrique doit dépendre de l'Europe. Je n'ai pas non plus dit que l'Europe doit carrément dépendre de l'Afrique. Mais j'avais dit que nous devons savoir comment gérer nos petits différends. Nous devons savoir les gérer parce que nous avons une histoire commune. Nous avons la même histoire que nos enfants doivent comprendre et connaître. Voilà. Donc, voilà pourquoi je dis que cette vague immigratoire, ce n'est pas seulement aujourd'hui que vous allez vous étonner que les Africains viennent ici. C'était une histoire qui a commencé parce que c'est vous qui êtes venus chez nous. Imaginez que chaque peuple est resté chez lui. Voilà, chaque peuple est resté chez lui sans que l'autre essaie un peu de mouvoir. Vous allez comprendre que peut-être le monde serait autrement. Je ne dis pas bon, mais du moins autrement. Donc vous êtes venus en premier lieu. L'histoire, il faut la connaître. Quand vous connaissez l'histoire, vous avez la facilité d'anticiper les événements et vous avez la facilité aussi de gérer le présent et aussi de prévenir. Dire que voilà, les autres ont échoué à tel point parce qu'ils ont pris telle voie. Nous, à notre niveau, changeons un peu de stratégie pour avoir une nouvelle solution. Voilà ce qui est important à savoir en ce qui concerne l'histoire. Il y a un monsieur qui a voulu l'argent. C'est monsieur le roi Léopold qui va entendre une histoire dans l'une des cérémonies comme il se faisait toujours parce qu'il y avait des rois. Il y avait des rois qui faisaient des festins ensemble. Ils s'invitaient entre eux dans des royaumes. Et vous allez remarquer même des princes se marier qu'avec des princesses. Donc un prince ne pouvait pas aller marier une famille modeste. Il faudrait qu'il y ait des mariages organisés et arrangés. Alors dans ce genre de cérémonie, le prince se retrouvait avec des princesses se retrouvaient avec entre eux les riches qui se mariaient. Alors il y avait une histoire d'un certain monsieur Stanley qui va raconter l'histoire que je viens de l'Afrique. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça Afrique. Ça aussi que les historiens nous disent. Je viens d'un coin du monde où il y a tout. J'ai découvert un coin du monde où il y a tout. Les rois vont s'intéresser pour dire oh, franchement, il y a des opportunités où il y a des opportunités. Ok, je vais quand même financer. Je n'ai pas l'argent. Je finance. Je vais donner l'argent pour permettre à ce que toi tu rentres encore. Cherchez un peu à savoir de plus et rapporte-moi les événements. Et rapporte-moi les résultats. Monsieur va chercher l'argent. Et on va nous renseigner que le roi n'avait pas assez d'argent. Il était obligé d'aller
à la banque Lambert. Cette banque existe, je ne sais pas si elle existe toujours. Nos amis belges, ceux qui habitent Belgique peuvent aussi nous en renseigner. C'est ainsi que vous allez remarquer, il y a un adage au Congo connu pour dire que je vais faire la banque Lambert. Faire la banque Lambert veut dire quoi en RDC? C'est-à-dire faire la banque Lambert, c'est d'aller emprunter l'argent chez un ami et remettre à un taux qui n'est pas réglementaire. C'est-à-dire, vous allez vous entendre pour dire qu'écoutez, je vous donne $1000, vous allez me restituer $2000. Pourquoi? C'était dans cette histoire où le roi Léopold est allé s'endetter au niveau de la banque Lambert, une grande famille en Belgique, pour financer, n'est-ce pas, le voyage de M. Stanley. Et Stanley va aller, il va découvrir l'Afrique, il va découvrir les opportunités et il rentre pour faire rapport. Quand il a fait le rapport, le roi était intéressé pour dire « Oh, en tout cas, je vais récupérer cet espace. » Parce que là, on doit se poser la question, si la République du Congo est devenue la propriété privée du roi, on doit se poser la question, il a acheté à qui? Il a donné l'argent à qui? C'est ainsi, l'histoire va nous dire que Léopold va s'accaparer, n'est-ce pas, de la République du Congo, actuellement RDC, pour que celle-ci devienne sa propriété privée. Et c'était sous la bénédiction de Stanley qui a fait un travail de découverte. Et aussi, il y avait plusieurs financiers qui ont donné l'argent, contribué, entre autres la banque Lambert. C'est ainsi, en République du Congo, il y a cet adage, je vais faire la banque Lambert. Si quelqu'un te dit que je viens pour la banque Lambert, tu vas comprendre qu'il a besoin d'argent, il va restituer à un taux là exagéré. Voilà. Alors, le roi était tellement bloqué parce que vers la fin, il était asphyxié financièrement. C'est ainsi que le roi était obligé de prendre sa propriété privée, il va céder la propriété privée à la Belgique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au départ? En 1885, c'est à ce moment-là que les grandes puissances vont se réunir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'à ce moment-là, il y avait déjà, c'est pas comme à un certain moment, il y avait la bipolarité, c'est-à-dire il y a deux grandes puissances qui se battent. Non, il y en avait plusieurs grandes puissances. Maintenant, il faudrait faire en sorte de récupérer cette concession privée. Or, je sens déjà à cette époque-là, il y avait déjà l'esprit des engagements. Comme c'était lui, le roi Léopold, qui a découvert, qui a financé, eh bien écoutez, on ne pouvait pas les brisquer. Il faudrait aller calmement négocier avec ce dernier pour voir dans la mesure du possible. Or, le roi devrait d'abord commencer à récupérer l'argent pour payer ses dettes. Le roi devrait récupérer l'argent pour payer ses dettes. Or, le roi a compris qu'avec cette tension, il ne pouvait pas calmement travailler. Donc il faudrait maintenant trouver des contours pour voir dans la mesure du possible. C'est ainsi vers 1800 quelques, 91, tout ça, si je me réserve avec l'année, ils vont organiser une convention au niveau de Saint-Germain-à-Laye où ils vont trouver une formule pour voir dans la mesure du possible comment permettre à tout le monde, surtout toutes les grandes puissances, de voir dans la mesure du possible comment créer une certaine liberté de commerce dans les bassins du fleuve Congo, liberté de commerce dans les bassins du fleuve Congo, je ne décroche pas cet appel pour permettre que je finisse, liberté du Congo, de la RDC, la libre navigabilité, et pour permettre à ce que le Congo soit considéré comme un patrimoine commun. Voilà le premier statut de la République du Congo. Donc, au-delà du fait que la République du Congo était une propriété privée du roi, le roi ne pouvait pas faire face parce qu'il était tellement trop endetté. Il craignait qu'on puisse ravir la République du Congo, sa propriété. Il devait être obligé, n'est-ce pas, de négocier avec des grandes puissances en présence pour voir dans la mesure du possible comment travailler dans le cadre. C'est ainsi la République du Congo va avoir un statut où on doit considérer la République du Congo comme un bien commun, où chacun va venir faire. Ils ont fait des contrats. Chacun peut venir faire des affaires au niveau des affaires, des business au niveau de la RDC, utiliser le fleuve, le bassin du fleuve. Qu'est-ce qui a motivé que les rois arrivent à ce point? C'est parce qu'on lui a fait comprendre qu'au-delà d'avoir la propriété de la RDC, il y a un droit de découverte. Or, pour rentrer en République du Congo, il faut avoir une entrée. L'entrée, c'est l'embouchure. Stanley ne pouvait que se servir des travaux de Diego Cao. Or, Diego Cao, c'est un sujet portugais. Le royaume belgique et le royaume de Portugal aussi commençaient déjà à réclamer son droit de découverte pour dire que vous ne pouvez pas entrer en République du Congo, que Stanley aille découvrir qu'il y avait un Congo sans passer par l'embouchure du fleuve Congo qui a été découverte par nous. C'est ainsi que vous allez comprendre que le roi était obligé de céder à ces intimidations pour donner un statut d'universalité à tout le monde qui était grande puissance de voir dans la mesure du possible. Voilà un peu. Or, à cette époque,
nous venons déjà de quitter l'abandon de l'esclavagisme. Pour les Anglais, d'abord les États-Unis, je vous rappelle, étaient colonisés par les Anglais. Alors pour les Anglais, coloniser, recoloniser, cela n'était pas loin de l'esclavagisme. Ils n'en voulaient pas. Mais il y avait des besoins économiques parce qu'il y avait l'argent. C'est ainsi, toutes ces grandes puissances se sont réunies au niveau de Saint-Aïe, où vous allez entendre peut-être l'accord de la Convention de Saint-Aïe, la Convention de Saint-Germain-Aïe, où toutes les grandes puissances ont décidé à ce que le Congo, actuellement la République du Congo, soit considéré comme un patrimoine universel. Arrivé en 1908, le roi se sent toujours assiégé, il était obligé donc de céder sa propriété, qui au départ avait un autre statut, à la Belgique. Et la Belgique va maintenant coloniser la République du Congo. La Belgique va coloniser la République du Congo. Coloniser, une fois colonisé, et bien voilà, c'est en 1960 qu'on a commencé à revendiquer toutes ces revendications des nationalistes congolais qui ont réclamé l'indépendance. Ici maintenant, je voudrais commencer l'histoire. Pas commencer l'histoire, commencer les sujets que je voudrais aborder avec vous. En 1957-58, il y avait déjà des mouvements, des Congolais. Et je vous rappelle, ils n'étaient pas nombreux intellectuels. Ils étaient, comme j'ai toujours dit, comptés à bout de doigts. C'est tous ces petits, en fait, ces petits nombres vont commencer à se battre avec l'appui de certains Africains, panafricanistes. En 1957 déjà, il y avait une conférence au niveau de Accra où Lumumba avait participé. Et bien voilà, ils ont participé. Alors il y avait maintenant la transmission de cet ADN panafricaniste qui voulait à ce qu'on nous accorde la liberté de s'auto-gérer comme peuple. Et ces mouvements avaient créé des partis politiques et on devrait organiser des élections. C'est ainsi dans l'une de mes vidéos, j'avais dit qu'on devrait organiser des élections municipales, lesquelles élections municipales, on devrait exporter quelqu'un rwandais pour venir embrouiller nos élections, pour permettre à ce que même les candidats étrangers soient infiltrés. Donc cette histoire d'infiltration ne date pas d'aujourd'hui. Et bien voilà. Maintenant, pour contrecarrer tout ça, la loi électorale va instruire pour dire que est candidat, tout citoyen qui habite, qui va justifier sa résidence de 5 ans du Congo. Donc c'est-à-dire, si les élections devraient être organisées en 57, 58, donc vous, il faudrait prouver que c'est depuis 53 vous étiez en République du Congo et vous n'êtes pas sorti de la République du Congo. Ce qui fait que tous ces candidats étrangers qui venaient de l'autre côté, du Rwanda, ne pouvaient plus déposer leur candidature parce qu'il y avait un critère qui ne répondait pas. Avoir prouvé la résidence en République du Congo 5 ans avant. Ça, c'était vraiment un élément important pour casser l'infiltration. Mais voilà. Alors, nous avons revendiqué le départ des colonisateurs. Vous savez, moi, personnellement, je ne suis pas rancunier. C'est là où je suis. Je ne suis pas rancunier. Je suis quelqu'un qui est ouvert, surtout en dialogue. Et aussi, j'ai fait un effort de ne pas trop regarder au rétroviseur. Moi, en tout cas, je regarde toujours devant. Je vois la possibilité d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour rectifier hier? Voilà comment est-ce que moi, je pense. Mais il commence à se dessiner une situation que les Européens, certains Européens ne comprennent pas. Je répète pour dire que nous avons une histoire commune. C'est vous qui êtes venus chez nous en premier. Nous vous avons découvert, nous sommes restés avec vous. Vous nous avez inculqué vos cultures, ça, qu'on se les dise. Moi, je me rappelle de mon père qui s'est comporté à la maison comme un blanc. Parce qu'à chaque fois que nous commentions des bêtises à la maison, il me disait « Oh, notre époque !» J'ai dit « Quelle époque ?»« Époque belge !» Donc pour dire, il s'identifiait. Pour moi, il devrait être... Tous ces gens-là, avant 1960, devraient être considérés comme des Belges. Des Européens, à part entière. Mais fort malheureusement, vous nous avez seulement donné la culture, mais il n'y a pas un suivi. C'est comme s'il y a un problème de rupture. Vous êtes en train vous-même de creuser votre propre tombe sans le savoir. Aujourd'hui, nous avons une situation, comme nous avons dit, qu'il y a maintenant un flux immigratoire qui vient de l'Afrique pour venir ici. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Pour que ces flux vous submergent, il y a une situation. Et cette situation, dans la plupart des cas, c'est vous qui créez en Afrique. C'est vous qui créez en Afrique. Et maintenant, moi, je dis que je ne voudrais pas
regarder le rétroviseur, je voudrais regarder devant pour voir, vous et nous, ayant une histoire commune, qu'est-ce que devrait nous faire pour lutter contre le néocolonialisme qui s'approche, qui est caractérisé par M. Trump. Voilà ce que moi je vous demande. Sinon, à ce moment-là, considérez-nous les Africains comme des prostituées. Une prostituée n'a pas besoin de sentiments. Une prostituée a besoin d'argent. Toi, une personne a besoin de là où il se sent à l'aise. Si nous sentons qu'avec vous, nous ne nous sentons plus à l'aise, eh bien, écoutez, nous allons chercher d'autres voies. Ça, c'est clair. Nous allons chercher d'autres voies. Ça, c'est clair. Et sachez qu'à part vous, les Européens, je dis d'une manière générale, il y a des Russes à côté. Il y a des Chinois à côté qui regardent, qui ne fait que regarder. Aujourd'hui, vous avez un autre élément très, très dangereux. C'est, comme vous avez parlé, vous mettez la trompérisation de l'humanité. Trump est en train d'approcher, je vous dis la vérité, nous sommes en train de craindre Trump. C'est ainsi, moi, à un certain moment, je dis qu'il vaut mieux rester avec les démons européens que je connais qu'avec un ange Trump qui s'approche, avec des Elon Musk qui n'ont que dans leur tête l'intérêt. Ils vont même les symboliser par cette expression pour dire American Fast. Ça veut dire quoi? Rien qu'Amérique et Amérique. Quand ils prennent leurs décisions, ils ne voient pas les autres peuples. Ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de vous carrément. Voilà pourquoi nous avons dit que si l'Europe fait l'erreur, vous allez perdre l'Afrique. Et si vous perdez l'Afrique, dites à tous ces jeunes-là qui viennent parler dans vos médias, je les vois parler en train d'expliquer des théories. Ça sont des théories. Mais dans la pratique, il faut être président pour comprendre ce qui se passe. Quand vous dirigez, vous avez des postes de responsabilité. Il y a d'aucuns qui n'ont même pas de famille. Il y a d'aucuns qui sont là, qui sont en train de crier, sont des célibataires. Ils n'ont jamais géré une famille. Donc aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition, vous avez la chance de passer aux médias, vous parlez. Mais quand vous parlez, je vous renvoie à l'histoire. Essayez de voir l'histoire. L'Afrique aussi peut vous apporter. L'Afrique vous apporte. L'Afrique peut vous aider. On peut se mettre ensemble pour voir dans la mesure possible comment résister, créer un bloc. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et vous êtes là en train de minimiser, dénigrer les Africains comme si nous sommes des sous-hommes. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous sommes vos partenaires. C'est ainsi, j'insiste, nous avons une histoire. Il y a eu des Africains qui sont venus mourir ici pour défendre la France, pour défendre les valeurs européennes. Quand on prend l'exemple des tirailleurs sénégalais, en tout cas, s'ils sont restés en Afrique, beaucoup n'allaient pas mourir. Mourir pourquoi? Par armes? Non. Voilà pourquoi nous vous disons que c'est le moment de nous mettre ensemble pour réfléchir. On peut avoir des différends, on peut avoir des discussions, des malentendus, mais ne donnons pas l'impression. C'est comme si des antilopes qui se battent devant un lion. En tout cas, sûrement, une sera le prochain repas du lion. Mettons-nous ensemble, voyez ce que nous pouvons faire. En tout cas, il se passe des choses en Afrique. Les comportements que vous affichez ici dans les cadres, vous appelez ça le nationalisme, nous les avons vécu en Afrique vers les années 1960, quand nous avons demandé à ce que les Européens quittent dans le cadre de la décolonisation. Nous avons demandé, sans pourtant savoir les conséquences. Aujourd'hui, nous sommes en train de subir les conséquences. Vous avez des gens mal préparés qui arrivent au pouvoir. Ils ont crié à l'extérieur. Mais écoutez, une fois aux affaires, ils ne s'en sortent plus. Problème d'impréparation des cadres, nous l'avons évoqué, il n'y avait pas assez de cadres. Vous voyez? Alors aujourd'hui, quand vous criez au nationalisme, tenez compte que la France ne produit pas tout, l'Europe ne produit pas tout. Et quand vous criez au nationalisme, il faut crier au nationalisme à ceux-là qui n'ont rien apporté. Mais quand vous criez au nationalisme chez vous, vous allez commencer à dénigrer ceux qui ont l'uranium, ceux qui ont les diamants, ceux qui ont les minéraux stratégiques que le monde est en train de rechercher aujourd'hui. Mes frères et sœurs, c'est simple. Nous sommes comme des prostituées. On va aller chercher ailleurs. Qu'est-ce que vous croyez? On va aller chercher ailleurs carrément, nous partons ailleurs. Mais or, nous avons dit, vaut mieux le deux mots que vous connaissez que l'ange que vous ne maîtrisez pas. Voilà pourquoi nous sommes là en train de vous interpeller. Nous vous interpellons. Que l'Afrique peut vous apporter. Aujourd'hui, l'Afrique peut jouer un grand rôle. Mais nous voyons la venue de Trump. En tout cas, nous ne sommes pas des Américains pour ne pas voter Trump. Les Américains ont donné mandat à M. Trump de représenter les Amériques, les États-Unis, devenir président des États-Unis pendant 4 ans. Ce n'est pas moi Américain, je n'ai jamais été électeur américain.
Eh bien, écoutez, c'est leur choix. Mais avec la politique de Trump, nous craignons, franchement. Et comme vous aussi, vous craignez comme nous, mais pourquoi nous humilier pendant que vous aussi, vous craignez Trump? Or, nous craignons Trump autant que vous. Mettons-nous ensemble et réfléchissons. Au lieu de commencer à prétendre un nationalisme aveugle. CFA, de francs CFA. Vous croyez que si aujourd'hui, les Africains se décident de se foutre de francs CFA là, vous aurez des entrées? Il y a certaines entrées, il faut qu'on se les dise à un certain moment, viennent de l'Afrique. Aujourd'hui, écoutez, certains Africains commencent peut-être à se comporter comme ils se comportent, c'est leur droit. Je ne suis pas en train de blâmer les gens ici, mais je dis tout simplement qu'il y a un débit. Il y a un débit. Changeons les caps plutôt, mettez-nous ensemble, voyons dans la mesure du possible comment il faut apporter. Les Américains réclament ce qu'ils n'ont pas eu en 1885. Je viens de vous dire que les Américains étaient colonisés par des Anglais. Ils n'ont jamais bénéficié. Maintenant, ils se disent que c'est notre tour. Ils veulent à ce qu'ils puissent maîtriser, anéantir l'Europe. Or, rappelez-vous, les Américains, c'était le premier à venir à la rescousse des Européens en apportant cette aide après la guerre. Mais aujourd'hui, Trump vient, il veut faire agenouiller les Européens. C'est ce que nous avons constaté. La guerre à l'Ukraine, quand il dit qu'il a sa façon de voir comment finir cette guerre. Mais c'est une façon de marcher contre les Européens. Or, Trump devrait peut-être se mettre d'accord avec les Européens pour voir certains points. Tous les points proposés par les Européens en ce qui concerne la crise au niveau de l'Ukraine, tous les points ne sont pas mauvais. Il y a quand même des bons éléments à récupérer et à ranger. Mais pour les Américains, non. D'ailleurs, je vais coincer l'économie européenne. Je vais augmenter les taux. C'est aujourd'hui. Je vais commencer à retirer les États-Unis dans certaines structures importantes. Les aides, là, je vais bloquer. Et vous allez mettre quelqu'un qui est populiste et qui est là. En tout cas, franchement, je ne l'insulte pas. Trump, il faut lui chercher un psychiatre. Il va avoir un problème. Mais je me dis, quelque part, merci. Je me dis quelque part, c'est le nationalisme peut-être aveugle. Nous aussi, nous avons vécu ce nationalisme en Afrique aux années 1950, 51, 52. Il y avait des menaces comme ça. Mais pour nous, nous avons demandé à ceux qui occupaient les territoires africains de dégager. Ça, du moins, bon, mauvais, je ne sais pas. Mais en ce qui concerne Trump, il est en train de bouger l'ordre international. Or, pour bouger l'ordre international, il faut s'assurer que ce que je suis en train de faire, c'est pour le bien de tout le monde. Mais lui va nous dire American First. Ça, c'est un message que vous devez peut-être retenir. Alors, au niveau de l'Europe, je sens cet extrémisme. Je ne voudrais pas les qualifier, mais je dis tout simplement, je sens ces nationalismes. En tout cas, je les nomme nationalisme aveugle. Et vous allez peut-être comprendre. Aujourd'hui, j'aurais préféré qu'un nationaliste, je ne vais pas citer les partis, arrive au pouvoir quand même. Comme ça, nous aussi, les Africains, nous allons bloquer pour dire que nous allons coopérer avec celui que nous voulons. En tout cas, même s'il faut coopérer, comme Mobutu a dit, il faudrait faire des accords avec les diables. Nous sommes prêts à le faire. Vous allez remarquer vous-même qu'il devrait avoir des retombées. Et ces retombées, je pense que ça ne pouvait pas peut-être vous plaire. Donc nous devons vivre ensemble. Nous avons une histoire, la même histoire. Essayons de voir dans la mesure du possible. Ok, c'est simple. C'est simple, et vraiment c'est simple. L'histoire nous renseigne que même la Belgique a été construite par les avoirs de la RDC. Ça, nous savons cette histoire. C'est aujourd'hui que vous allez commencer à dire que nous allons couper. Couper, ok, d'accord. Couper, alors, donnez-nous alors. Nous allons maintenant réclamer cette liberté d'aller chercher qui nous voulons. Ça aussi, ça sera un élément. Vous allez nous dire quoi après? Donc voilà pourquoi nous vous disons que nous sentons à vous la crainte. Nous aussi, nous sommes craintifs. Oui. Nous aussi, nous sommes comme vous. Nous avons le même sentiment. Pas de submergés. Nos sentiments, nous n'avons pas de sentiments submergés. Mais nous sommes plutôt submergés à cette volonté plutôt de Donald Trump de vouloir vous ravir l'Afrique. Trump veut vous ravir l'Afrique. Il se dit peut-être que c'est son tour. Et c'est un businessman. Voilà. Et à mes frères congolais, je vous ai dit que Kagame ne sera pas condamné parce que tout ça, ce sont les impérialistes qui ont créé tout ça. Mais que voulez-vous? À malin, malin demi, comme j'ai toujours dit. Si vous voulez voir Kagame être condamné aujourd'hui, alors consacrez-vous à ça. Nous ne sommes pas concentrés à ça.
Nous disons tout simplement que nous voulons d'abord que la paix revienne en République du Congo. Nous allons construire la paix du Congo, même tôt ou tard. Si nous prenons l'exemple de la juridiction qui ont jugé le vaincu Nuremberg, ce n'était pas aussitôt, ce n'était pas directement. Non, il y avait un processus, il y avait un temps, et puis finalement après, il y avait l'institution de cette juridiction qui avait jugé ceux qui étaient des bourreaux hier, qui étaient vaincus. Donc moi je pense qu'il faut prendre le temps, mais chez nous, comme on dit, ils veulent s'aimer aujourd'hui, récolter aujourd'hui, préparer aujourd'hui. Donc, Lona Lelo, Bouka Lelo, Lamba Lelo. Trop pressé. Moi, je sais que Kagame va répondre tout ou tard. Mais ne soyons pas pressés. Mais je vous ai prévenu qu'il ne sera pas condamné. Donc, aucune institution au monde condamne Kagame directement. Donc, je ne pense pas aux sanctions. Mais je pense que nous devons d'abord trouver une solution pour voir, dans la mesure du possible, comment régler ces problèmes une fois pour toutes. Merci beaucoup à mes frères, frères européens, frères américains, asiatiques et tous, nous sommes ensemble. Merci.